Le vendredi 21 mars 2014 à 02h43 du matin, l'air de la villa sentait un mélange surréaliste de lavande, de poudre et de l'odeur métallique et chaude du sang de mon poteau qui tachait un tapis de designer italien. La climatisation maintenait la pièce à 21 degrés, mais dehors, le Mistral soufflait à 26, charriant des odeurs de pain et de sel. J'y étais au sol, le goût de ma propre dent cassée dans la bouche, fixant le canon d'un pistolet avec un cylindre noir au bout que je n'avais vu que dans les films. Écoutez bien cette histoire avant qu'elle ne soit signalée et supprimée. Dans ce pays, les murs ont des oreilles et les services secrets n'aiment pas que leurs fantômes apparaissent en pleine lumière. Les mecs dont je vais parler, ils n'existent sur aucun papier officiel, mais ils sont bien réels. Alors, si tu veux la suite, et si tu veux que cette chaîne continue de balancer des dossiers comme celui-ci, clique sur suivre, vite, avant que cette vidéo ne devienne secret défense et ne disparaisse pour toujours. Maintenant que tu as renforcé le canal, on peut y aller. Oublie la villa, le sang et le silencieux, retournons 2 heures avant l'enfer quand on était encore les rois du monde, ou du moins les rois de notre petit monde de béton et d'asphalte. On était sur le toit de Marseille, persuadés que personne ne pouvait nous atteindre, que chaque porte pouvait être défoncée, que chaque coffre pouvait être vidé. Quelle erreur de débutant! Une erreur qui allait nous coûter bien plus que de l'argent. Mon nom, c'est Zico. Enfin, c'est comme ça qu'on m'appelait dans la zone. J était lieutenant pour un gros réseau de la DZ Mafia dans les quartiers nord. Mon équipe, C était ma famille, le sang de la veine. Il y avait Karim, le colosse silencieux. Notre bélier, Yacine, le petit nerveux, rapide comme l'éclair et les doigts en or pour crocheter n'importe quoi, et Sofiane, le chauffeur, le meilleur pour faire chanter les pneus d'une Audi RS3 volée dans les ruelles de la ville. On se sentait invincible. Chaque nuit passée à la chicha, entourée de bouteilles de champagne et de fumée épaisse, renforçait cette illusion de puissance. Le son de Jules ou de SCH qui crachait des enceintes était notre hymne national. On était les jeunes loups qui avaient faim, ceux qui prenaient tout ce qu'ils voulaient. Le respect, dans notre monde, ne se demandait pas, il s'arrachait. Et nous, on avait les mains pleines de ce respect-là, gagné à coups de pression et de coups de crosse. Notre spécialité, était le saucissonnage. Entrer chez des gens pleins aux as, les attacher proprement et repartir avec les montres, le liquide, les bijoux. Était plus propre que le charbon, moins risqué que les go fast. On était des artisans de l'extorsion, des artistes de l'effraction. Notre réputation nous précédait. Quand on débarquait, les gens savaient que discuter naine n'était pas une option. On était l'efficacité brute, la certitude que la nuit nous appartenait et que les riches haines n'étaient que des tirelires à notre disposition. Ce soir-là, l'opération était née de la cupidité la plus pure, comme toujours. Le tuyau venait d'un petit livreur Uber Eats, un gamin qui nous devait un service. Patron, il y a 2 étrangers pleins de thunes dans une villa à Roucas-Blanc. Tout seuls, ils passent leur journée à la salle de sport. Ça doit déborder de Rolex et de billets sous le matelas. L'info était simple, directe. Une cible facile, isolée. 2 mecs, sûrement des touristes ou des consultants venus profiter du soleil marseillais. Elle, équipement était standard, mais efficace. Chacun avait sa cagoule, ses gants et des serre-câbles en plastique. Moi, j'avais mon Glock 19 de 9 mm, une arme fiable ramenée des Balkans, glissée dans ma sacoche Louis Vuitton. Les autres avaient des pistolets semi-automatiques, des trucs basiques mais qui faisaient le travail. On n'avait pas besoin de Kalachnikov pour ce genre de mission. L'intimidation suffisait. La violence naine était qu'un outil, pas une finalité. On pensait être des chirurgiens, pas des bouchers. L'Audi RS3 grise, volée la semaine d'avant, nous a monté sur les collines sans un bruit. Sofiane conduisait avec une concentration de pilote de rallye, coupant les virages serrés de Roucas-Blanc avec une précision millimétrique. L'air sentait le pain et la mer, un parfum de richesse qui contrastait violemment avec l'odeur de béton et de merguez grillées de notre cité. On était en territoire hostile, un safari dans le monde des gens qui avaient réussi. Et on était les prédateurs. On a garé la voiture dans une impasse sombre, à 200 mètres de la cible. La villa était magnifique, une de ces constructions modernes avec d'immenses baies vitrées donnant sur la Méditerranée. Tout était calme, trop calme. On a sauté le mur d'enceinte un par un, atterrissant dans l'herbe humide du jardin. On se déplaçait comme des ombres dans la garrigue,
en suivant un protocole répété des dizaines de fois. La communication se faisait par signe de la main. L'adrénaline commençait à monter, ce mélange familier de peur et d'excitation. Le plan était d'une simplicité enfantine. Karim et Yacine prendraient la porte d'entrée, une porte blindée, mais Yacine avait ses trucs. Sofiane resterait en vigie près du portail, prêt à démarrer. Moi, je ferais le tour pour entrer par la terrasse, par la baie vitrée qui était souvent le point faible de ces forteresses. On devait se retrouver à l'intérieur, surprendre les deux types, les maîtriser et commencer la récolte. Ça devait prendre 20 minutes, 30 tout au plus, un perdu, classique. Je me suis approché de la grande fenêtre du salon, mon Glock froid dans la main. À l'intérieur, la scène était exactement comme le livreur l'avait décrite. Deux hommes, l'un, un slave massif, était assis dans un fauteuil et lisait un livre. L'autre, un Scandinave blond au physique de bûcheron, était à genoux sur le tapis, nettoyant ce qui ressemblait à du matériel de plongée. Ils étaient totalement détendus, absorbés par leurs tâches, des cibles parfaites, passives. La certitude que ça allait être facile était absolue. J'ai fait signe à Karim. Le plan changeait. Pas besoin de forcer la porte d'entrée. La baie vitrée était juste coulissante, même pas verrouillée. Quelle bande d'amateurs! On allait entrer comme des fantômes. J'ai attendu que Yacine me rejoigne. Et sur un dernier signe de tête, j'ai fait glisser doucement la lourde porte vitrée. Le seul son fut un léger grincement, immédiatement couvert par le chant des cigales et le murmure du vent dans les pins. On était dedans. La température à l'intérieur était fraîche, climatisée. Ça sentait un parfum d'ambiance chère, quelque chose comme de la lavande ou du bois de santal. Les deux hommes ne nous avaient pas encore vus. On s'est déployé en silence dans la vaste pièce. Moi et Yacine face à eux, Karim sécurisant le couloir qui menait aux chambres. C'était le moment, le point de bascule où la peur changeait de camp. Le moment où les proies réalisent que le prédateur est dans la bergerie. Je me suis raclé la gorge, un son théâtral pour annoncer notre présence. Le moment de la rupture, c'est là que j'ai crié, ma voix résonnant contre le marbre et le verre. « Bougez pas, fils de pute !» Au sol, les mains sur la tête. C'était notre phrase fétiche, celle qui déclenchait la panique, les pleurs, la soumission immédiate. Était la clé qui ouvrait toutes les portes et tous les coffres. Mais cette fois, la clé n'est entrée dans aucune serrure. Ce qui s'est passé ensuite a défié toutes les règles de notre monde. Il n'y a eu ni panique, ni cri. Le grand slave, celui qui lisait, a lentement fermé son livre, marquant sa page avec son index. L'autre, le Suédois, a posé délicatement l'outil qu'il avait en main. Ils ont tous les deux levé les mains en l'air, mais leurs mouvements étaient fluides, dénués de toute peur. Leurs yeux n'exprimaient pas la terreur. Ils nous scannaient, ils comptaient, ils analysaient nos armes, nos positions. Était une calme terrifiant, une absence totale de réaction qui était en soi la plus anormale des réactions. Dans notre métier, on apprend à lire la peur sur les visages, à sentir son odeur. Et cette pièce, soudainement, ne sentait plus la lavande. Elle ne sentait pas la peur non plus. Elle sentait autre chose. Une sorte de patience froide, calculatrice. Comme si on venait de déranger deux crocodiles en pleine sieste. Le doute, pour la première fois, s'est insinué en moi. Le slave, qu'on appellera Dragan, a planté son regard dans le mien. Ses yeux étaient d'un bleu glacial, vide de toute émotion. Ce haine n'était pas le regard d'une victime. C'était le regard d'un expert évaluant une situation. Il a murmuré quelque chose dans sa langue à son partenaire. Ce haine n'était pas un appel à l'aide. Était une instruction. Un frisson a parcouru mon échine, un signal d'alarme que mon arrogance a choisi d'ignorer. On était 4, armés. Ils étaient 2, les mains en l'air. Yacine, le plus impulsif, s'est avancé vers le Suédois. Lars, avec une liasse de serre-câble. « Allez, le grand, à plat ventre !» a-t-il lancé, la voix tremblante d'une excitation nerveuse. C'est le détail qui a tout fait basculer. Lars n'a pas bougé. Il a simplement attendu que Yacine soit à portée. C'est là que j'ai remarqué quelque chose sur son avant-bras. Un petit tatouage, à moitié effacé. Une grenade verte avec des ailes. Un détail insignifiant pour n'importe qui. Un symbole que je ne comprendrai que bien plus tard. Karim, posté dans le couloir, a crié « Zico, ça sent pas bon. On se tire !» Il avait senti la même chose que moi. Cette tension anormale, ce calme prédateur. Mais il était trop tard. L'ego est une drogue puissante. Reculer,
Était admettre qu'on s'était trompé, qu'on avait eu peur. Et dans notre monde, la peur est une sentence de mort. Alors j'ai crié à Yacine de se dépêcher, de le maîtriser. La pire décision de ma vie. Le silence a été brisé, pas par un coup de feu, mais par un bruit sec, un craquement d'os. Dans un mouvement d'une vitesse inhumaine, Lars a saisi une pièce métallique de son équipement de plongée et l'a abattue sur le visage de Yacine. Le nez de mon ami a explosé dans une gerbe de sang. Avant même que Yacine ne comprenne, Lars avait pivoté, lui avait luxé l'épaule dans un hurlement de douleur et l'utilisait comme bouclier humain, tout ça en moins d'une seconde. Au même instant, Dragan, l'autre type, a projeté la table basse en verre contre les jambes de Karim avec une force phénoménale. Le verre a volé en éclats et Karim s'est effondré. Simultanément, Dragan a plongé la main sous un coussin du canapé et en a sorti un pistolet Sig Sauer P226, déjà équipé d'un silencieux. Je n'ai même pas eu le temps de comprendre que la pièce de théâtre était terminée et que le véritable spectacle, un massacre, commençait. J'ai ouvert le feu, instinctivement. Mon Glock a craché 3 balles. Les détonations ont résonné dans le salon, assourdissantes. Mais mes tirs se sont perdus dans le mur. Les cibles N étaient plus là où elles étaient une seconde auparavant. Ils se déplaçaient avec une fluidité surnaturelle, utilisant les angles morts, les meubles, comme s'ils avaient dessiné eux-mêmes les plans de la pièce. Ils ne couraient pas, ils glissaient. Ils n'en étaient pas des hommes, ils étaient des fantômes. Puis j'ai entendu un son que je n'oublierai jamais, pas le bang de mon arme, mais un léger PFFT, 2 toux discrètes et métalliques. Dragan venait de tirer. Sofiane, qui était entré en renfort en entendant les coups de feu, s'est effondré sur le seuil de la porte, une petite tache rouge au milieu du front. Il n'a même pas eu le temps de lever son arme. Le deuxième tir a touché Karim, déjà à terre, le neutralisant définitivement. J était seul. Ou presque. Yacine était à terre, gémissant. Une masse de douleur inutile. J'ai tenté de viser à nouveau, mais quelque chose a roulé à mes pieds depuis le couloir. Un petit cylindre noir. Je n'ai pas compris tout de suite. Puis il y a eu un flash aveuglant, une lumière blanche qui a tout effacé, suivi d'un sifflement strident et infernal qui m'a percé les tympans. Une grenade assourdissante. J était aveugle, sourd, complètement désorienté. Le chasseur était devenu une proie. Je me suis écroulé, les mains sur les oreilles, essayant de chasser ce son insupportable de mon crâne. Le monde N était plus qu'un chaos de lumière blanche et de bourdonnement. J'ai senti l'odeur âcre de la cordite. J'ai rampé à l'aveugle, cherchant un abri qui n'existait pas. Le combat, si on peut appeler ça un combat, avait duré moins de 10 secondes. 10 secondes pour passer du statut de roi de la ville à celui d'insecte attendant de se faire écraser. J'ai senti une main de fer agripper le col de mon survêtement Lacoste et me traîner au centre de la pièce comme un sac de déchets. Ma vue revenait lentement, floue. Je voyais 2 silhouettes se tenir au-dessus de moi, leurs armes pointées sur ma tête. Iltoun était même pas essoufflé. Il communiquait par des gestes rapides et précis, des signaux de main militaires. Il nettoyait déjà la scène, récupérant les douilles, repositionnant les meubles. Était une opération, pas une bagarre. Mes 2 amis, Karim et Sofiane, gisaient immobiles dans des flaques de sang qui s'étendaient lentement sur le sol clair. Yacine pleurait de douleur dans un coin. Les légionnaires, car c'est ce qu'ils étaient, bien que je ne le sache pas encore, étaient d'un calme olympien. L'un d'eux a passé un appel, parlant dans une langue que je ne reconnaissais pas. Il n'a pas appelé la police. Était évident. On n'appelle pas les flics quand on a un arsenal dans sa cave. 15 minutes plus tard, une Peugeot 508 noire aux vitres teintées s'est garée sans un bruit devant la villa. 2 hommes en costumes sombres et chers en sont descendus. Ils n'avaient pas l'allure de policiers de la BAC. Ils avaient l'allure de patrons. Ils sont entrés, ont jeté un regard froid et professionnel à la scène de carnage, comme s'ils inspectaient une livraison de marchandises. L'un d'eux, un homme plus âgé avec un fort accent corse, a échangé quelques mots avec Dragan. La conversation était courte, technique. J'ai saisi quelques mots. Le patron. Pas de vague. Nettoyage. Je comprenais enfin. On n'avait pas attaqué des civils. On avait marché sur les plates-bandes d'une autre organisation, bien plus grosse, et bien plus dangereuse que la nôtre. On avait dérangé le business du milieu corse. Et ces 2 surhommes n'étaient pas les propriétaires. Ils étaient les gardiens du temple, les chiens de garde.
On nous a mis des cagoules sur la tête, à moi et à Yacine, qui était à peine conscient. On nous a traînés dehors et jetés dans le coffre de la 508 comme des animaux. La dernière chose que j'ai entendue, avant que le coffre ne se referme, c'est la voix du Corse qui disait à Dragan « Nettoyez-moi ça. Le patron ne veut pas de vagues. » Il ne parlait pas des corps. Il parlait de nous. Nous n'étions pas des prisonniers. Nous étions des problèmes à faire disparaître. Je n'ai pas été jugé par un tribunal. Je n'ai pas vu l'intérieur d'un commissariat. Ma sentence a été prononcée dans une cave humide, quelque part dans l'arrière-pays marseillais. Yacine n'a pas survécu au nettoyage. Moi, j'ai eu une chance incroyable. Le grand patron du réseau corse, un armateur influent, a été arrêté quelques semaines plus tard dans une autre affaire. J était un témoin gênant mais potentiellement utile. Ils m'ont rendu à la justice. J'ai pris 20 ans. Pas pour le saucissonnage raté de Rouca Blanc. Cette affaire n'a jamais existé officiellement. J'ai pris pour tout un tas d'autres dossiers que les flics avaient sur moi. C était un arrangement. Ma vie contre mon silence et ma coopération sur des affaires qui n'avaient rien à voir. Ils m'ont mis en sécurité à la prison des Baumettes pour me garder au frais et la bouche fermée. Aujourd'hui, presque 10 ans plus tard, je suis encore là. Je suis maigre, vieilli avant l'heure. Le zico arrogant, le lieutenant de la cité, est mort ce soir-là dans cette ville-là. Il a été remplacé par un numéro de détenu qui regarde les murs de sa cellule en se repassant chaque seconde de cette nuit. Je ne suis plus personne, juste un fantôme qui hante les couloirs de la prison, un exemple de ce qui arrive quand on se trompe de catégorie. Et les légionnaires, Dragan et Lars, ils se sont évaporés dans la nature, comme s'ils n'avaient jamais existé. Parfois, en lisant le journal, je tombe sur des articles qui parlent de consultants en sécurité internationaux, qui forment des unités de police en Afrique ou qui protègent des convois au Moyen-Orient. Je souris amèrement. Je sais très bien qui sont ces consultants. Ils sont les vrais prédateurs de ce monde, ceux qui opèrent dans l'ombre. À Marseille, nous, les jeunes des cités, on croit que le jeu se joue entre nous et les flics de la BAC, ou entre nous et les autres gangs pour le contrôle d'un territoire. Quelle putain de blague. On est juste des pions sur l'échiquier, de la chair à canon qui s'agite pour des miettes. Les vrais rois, ceux qui brassent les millions et qui ont le vrai pouvoir, on ne voit jamais leur visage. Cette nuit-là, on n'a pas envahi la maison de 2 riches étrangers. On a sauté par-dessus les barrières de notre propre ignorance, directement au milieu du grand échiquier. Et on est tombé nez à nez, non pas avec le roi, mais avec ses fous. Des pièces maîtresses, silencieuses et mortelles, dont le seul but est de protéger le jeu. Et dans ce jeu, nous n'étions même pas dignes d'être sacrifiés. Nous étions juste balayés de la table. Le vendredi 21 mars 2014, à 02h43 du matin, l'air de la villa sentait un mélange surréaliste de lavande, de poudre et de l'odeur métallique et chaude du sang de mon poteau qui tachait un tapis de designer italien. La climatisation maintenait la pièce à 21 degrés, mais dehors, le Mistral soufflait à 26, charriant des odeurs de pain et de sel. J était au sol, le goût de ma propre dent cassée dans la bouche, fixant le canon d'un pistolet avec un cylindre noir que je n'avais vu qu'en film. Écoutez bien cette histoire avant qu'elle ne soit signalée et supprimée. Dans ce pays, les murs ont des oreilles, et les services secrets n'aiment pas que leurs fantômes apparaissent en pleine lumière. Les mecs dont je vais parler, ils n'existent sur aucun papier officiel, mais ils sont bien réels. Alors si tu veux la suite, et si tu veux que cette chaîne continue de balancer des dossiers comme celui-ci, clique sur suivre, vite, avant que cette vidéo ne devienne secret défense et ne disparaisse pour toujours. Maintenant que t'as renforcé le canal, on peut y aller. Oublie la villa, le sang et le silencieux. Retournons 2 heures avant l'enfer. Quand on était encore les rois du monde, ou du moins, les rois de notre petit monde de béton et d'asphalte. On était sur le toit de Marseille, persuadés que personne ne pouvait nous atteindre, que chaque porte pouvait être défoncée, que chaque coffre pouvait être vidé. Quelle erreur de débutant. Une erreur qui allait nous coûter bien plus que de l'argent. Mon nom, c'est Zico. Enfin, c'est comme ça qu'on m'appelait dans la zone. J était lieutenant pour un gros réseau de la DZ Mafia, dans les quartiers nord. Mon équipe, C était ma famille, le sang de la veine. Il y avait Karim, le colosse silencieux, notre bélier, Yacine, le petit nerveux, rapide comme l'éclair et les doigts en or pour crocheter n'importe quoi, et Sofiane, le chauffeur, le meilleur pour faire chanter les pneus d'une Audi RS3
voler dans les ruelles de la ville. On se sentait invincible. Chaque nuit passée à la chicha, entourée de bouteilles de champagne et de fumée épaisse, renforçait cette illusion de puissance. Le son de Jules ou de SCH qui crachait des enceintes était notre hymne national. On était les jeunes loups qui avaient faim, ceux qui prenaient tout ce qu'ils voulaient. Le respect, dans notre monde, ne se demandait pas, il s'arrachait. Et nous, on avait les mains pleines de ce respect-là, gagné à coups de pression et de coups de crosse. Notre spécialité, était le saucissonnage. Entrer chez des gens pleins aux as, les attacher proprement, et repartir avec les montres, le liquide, les bijoux. Était plus propre que le charbon, moins risqué que les go fast. On était des artisans de l'extorsion, des artistes de l'effraction. Notre réputation nous précédait. Quand on débarquait, les gens savaient que discuter haine n'était pas une option. On était l'efficacité brute, la certitude que la nuit nous appartenait et que les riches haines n'étaient que des tirelires à notre disposition. Ce soir-là, l'opération était née de la cupidité la plus pure, comme toujours. Le tuyau venait d'un petit livreur Uber Eats, un gamin qui nous devait un service. « Patron, il y a 2 étrangers pleins de thunes dans une villa à Roucas-Blanc. Tout seuls, ils passent leur journée à la salle de sport. Ça doit déborder de Rolex et de billets sous le matelas. » L'info était simple, directe. Une cible facile, isolée. 2 mecs, sûrement des touristes ou des consultants venus profiter du soleil marseillais. Équipement était standard, mais efficace. Chacun avait sa cagoule, ses gants et des serre-câbles en plastique. Moi, j'avais mon Glock 19 de 9 mm, une arme fiable ramenée des Balkans, glissée dans ma sacoche Louis Vuitton. Les autres avaient des pistolets semi-automatiques, des trucs basiques mais qui faisaient le travail. On n'avait pas besoin de Kalachnikov pour ce genre de mission. L'intimidation suffisait. La violence-haine était qu'un outil, pas une finalité. On pensait être des chirurgiens, pas des bouchers. L'Audi RS3 grise, volée la semaine d'avant, nous a montés sur les collines sans un bruit. Sofiane conduisait avec une concentration de pilote de rallye, coupant les virages serrés de Roucas-Blanc avec une précision millimétrique. L'air sentait le pain et la mer, un parfum de richesse qui contrastait violemment avec l'odeur de béton et de merguez grillées de notre cité. On était en territoire hostile, un safari dans le monde des gens qui avaient réussi. Et on était les prédateurs. On a garé la caisse dans une impasse sombre, à 200 mètres de la cible. L'Audi RS3 grise, volée la semaine d'avant, s'est tue comme une panthère. Sofiane a coupé le contact et la nuit nous a avalés. L'air sentait le pain et le sel, un parfum de richesse qui collait à la gorge, si différent de l'odeur de béton et de merguez grillées de notre cité. On était en territoire hostile, un safari dans le monde des gens qui avaient réussi, et on était les prédateurs. On a sauté le mur d'enceinte un par un, atterrissant dans l'herbe humide et parfaitement tondue du jardin. Le silence était total, seulement brisé par le chant des cigales et le mistral qui faisait frissonner les feuilles des palmiers. On se déplaçait comme des ombres dans la garrigue, en suivant un protocole répété des dizaines de fois. La communication se faisait par signe de la main. L'adrénaline commençait à monter, ce mélange familier de peur et d'excitation qui te fait te sentir invincible. Je me suis approché de la grande baie vitrée du salon, mon Glock froid dans la main. À l'intérieur, la scène était exactement comme le livreur l'avait décrite. 2 hommes. L'un, un slave massif, était assis dans un fauteuil design et lisait un livre. L'autre, un Scandinave blond au physique de bûcheron, était à genoux sur un tapis persan, nettoyant ce qui ressemblait à du matériel de plongée. Ils étaient totalement détendus, absorbés par leurs tâches, des cibles parfaites, passives. Le plan était d'une simplicité enfantine. Karim et Yacine devaient prendre la porte d'entrée. Une porte blindée, mais Yacine avait ses trucs. Sofiane resterait en vigie près du portail, prêt à démarrer. Moi, je ferais le tour pour entrer par la terrasse. Mais en les voyant si tranquilles, j'ai senti le mépris monter. La certitude que ça allait être facile était absolue. Était même pas un travail, était une récolte, un perdu, classique, propre et sans bavure. J'ai fait signe à Karim. Le plan changeait, pas besoin de forcer la porte d'entrée. J'ai testé la baie vitrée et, incroyable, elle était juste coulissante, même pas verrouillée. Quelle bande d'amateurs! Tu vis dans une villa à plusieurs millions à Marseille et tu ne fermes pas tes fenêtres. On allait entrer comme des fantômes.
J'ai attendu que Yacine me rejoigne, et sur un dernier signe de tête, j'ai fait glisser doucement la lourde porte vitrée. Le seul son fut un léger grincement, immédiatement couvert par le murmure du vent. On était dedans. La température à l'intérieur était fraîche, climatisée. Ça sentait un parfum d'ambiance chère, quelque chose comme de la lavande ou du bois de santal. Les deux hommes ne nous avaient pas encore vus. On s'est déployés en silence dans la vaste pièce. Moi et Yacine face à eux, Karim sécurisant le couloir. C'était le moment, le point de bascule où la peur changeait de camp. Je me suis raclé la gorge. Un bruit sec et théâtral pour annoncer notre arrivée. Puis j'ai hurlé, ma voix se brisant contre le marbre et le verre. « Bougez pas, fils de pute !» Au sol, les mains sur la tête. Était notre phrase fétiche, le sésame qui déclenchait la panique, les pleurs, la soumission immédiate. Était la clé qui ouvrait tous les coffres, la signature de notre pouvoir sur cette ville. Cette fois, pourtant, la clé n'est entrée dans aucune serrure. Ce qui s'est produit ensuite a défié toutes les règles de notre monde. Il n'y a eu ni panique, ni supplication, ni même un sursaut de surprise. Le grand slave, celui qui lisait, a simplement levé les yeux de son livre, sans aucune précipitation. L'autre, le Suédois, a posé l'outil qu'il avait en main avec une délicatesse presque insultante. Le silence qui a suivi mon cri était plus assourdissant que n'importe quelle alarme. Un vide anormal et glacial. Le slave, qu'on appellera Dragan, a lentement fermé son livre, marquant sa page avec son index. Un geste banal, mais qui, dans ce contexte, était un acte de mépris absolu. Ses yeux, d'un bleu polaire, se sont plantés dans les miens. Ce n'était pas le regard d'une victime. Était celui d'un expert qui évalue une situation, qui calcule les distances, les angles de tir, notre niveau de menace. Il nous scannait, nous jaugeait, et il ne semblait pas impressionné. Son partenaire, le Suédois, Lars, a levé les mains en l'air, mais ses mouvements étaient fluides, dénués de toute tension. Ses épaules étaient larges, son corps était une machine bâtie pour la violence, pas pour le farniente au bord d'une piscine. Il était à genoux, mais il dominait la pièce. Dans notre métier, on apprend à lire la peur sur les corps, la façon dont ils se recroquevillent. Le sien était un ressort comprimé, prêt à exploser. Dragan a murmuré quelque chose dans sa langue à son partenaire. Ce N n'était pas un appel à l'aide ou un gémissement de terreur. Tu sais reconnaître le son de la peur, même dans une langue que tu ne parles pas. Ça, était autre chose. Était une instruction, un rapport de situation, un ordre. Un frisson a parcouru mon échine, un signal d'alarme primitif que mon arrogance de caïd de cité a choisi d'ignorer. L'instinct hurlait, l'ego chuchotait. Dans la cité, on dit que la peur a une odeur de sueur froide, d'urine, de désespoir, et cette putain de villa ne sentait pas la peur. Elle sentait la lavande et autre chose, une sorte de patience froide. Calculatrice, était comme si on venait de déranger deux crocodiles en pleine sieste au bord du marigot. La tension dans l'air était palpable, électrique. Ce N était plus notre terrain de chasse. Était devenu leur territoire, et nous étions les intrus. Yacine, le plus impulsif de la bande, s'est avancé vers le Suédois avec une liasse de serre-câble. « Allez, le grand, à plat ventre !» a-t-il lancé, la voix tremblante d'une excitation nerveuse. C'est là que j'ai vu le détail qui a tout changé. Lars n'a pas bougé, il a simplement attendu que Yacine soit à portée. Son regard haine n'était pas fixé sur Yacine, mais sur l'arme de Yacine, puis sur la mienne. Il faisait des maths. Karim, posté dans le couloir, a dû sentir la même chose que moi. J'ai vu dans son regard derrière la cagoule une lueur d'hésitation. Il a fait un micro-geste de la tête, un signal pour dire « on se casse ». Il avait compris. On n'était pas face à deux touristes effrayés. On était face à des professionnels. Le problème, c'est que reculer, était perdre la face. Et dans notre monde, perdre la face est une sentence de mort lente. L'ego est une drogue puissante, la pire de toutes. Plus forte que l'adrénaline, plus forte que l'instinct de survie. J'ai ignoré le signal de Karim. J'ai crié à Yacine de se dépêcher, de le maîtriser, pour briser cette tension insupportable, la pire décision de ma vie. À cet instant précis, juste avant que le chaos ne se déchaîne, j'ai compris. Nous n'étions pas les prédateurs. Nous étions l'appât qui venait de sauter volontairement dans le piège. Nous avions fait une erreur fatale. Le silence a été brisé. Pas par un coup de feu,
mais par un bruit sec, un craquement d'os. Dans un mouvement d'une vitesse inhumaine, Lars a saisi une pièce métallique de son équipement de plongée et l'a abattue sur le visage de Yacine. Le nez de mon ami a explosé dans une gerbe de sang. Avant même que Yacine ne comprenne, Lars avait pivoté, lui avait luxé l'épaule dans un hurlement de douleur et l'utilisait comme bouclier humain, le tout en moins d'une seconde. Au même instant, comme s'il lisait dans leurs pensées, Dragan a projeté la table basse en verre contre les jambes de Karim avec une force phénoménale. Le verre a volé en éclats et Karim s'est effondré en jurant. Simultanément, Dragan a plongé la main sous un coussin du canapé et en a sorti un pistolet Sig Sauer P226, déjà équipé d'un silencieux. Je n'ai même pas eu le temps de comprendre que la pièce de théâtre était terminée et que le véritable spectacle, un massacre, commençait à peine. J'ai ouvert le feu instinctivement. Mon Glock a craché 2 à 3 balles de 9 mm. Les détonations ont résonné dans le salon, assourdissantes, faisant vibrer les baies vitrées, mais mes tirs se sont perdus dans le mur en plâtre. Les cibles, N, étaient plus là où elles étaient une seconde auparavant. Ils se déplaçaient avec une fluidité surnaturelle, utilisant les angles morts, les meubles, comme s'ils avaient dessiné eux-mêmes les plans de la pièce. Ils ne couraient pas, ils glissaient, ils n'étaient pas des hommes, ils étaient des fantômes. Puis j'ai entendu un son que je n'oublierai jamais, pas le bang de mon arme, mais un léger PFFT, PFFT. 2 tout discrètes et métalliques. Dragan venait de tirer. Sofiane, qui était entré en renfort en entendant les coups de feu, s'est effondré sur le seuil de la porte, une petite tache rouge au milieu du front. Il n'a même pas eu le temps de lever son arme. Le deuxième tir a touché Karim, déjà à terre, le neutralisant définitivement avec une précision chirurgicale. J était seul, ou presque. Yacine était à terre, gémissant, une masse de douleur inutile. Le chasseur était devenu une proie. J'ai tenté de viser à nouveau, mais quelque chose a roulé à mes pieds depuis le couloir. Un petit cylindre noir. Je n'ai pas compris tout de suite. Puis il y a eu un flash aveuglant, une lumière blanche qui a tout effacé, suivi d'un sifflement strident et infernal qui m'a percé les tympans. Une grenade assourdissante. J'y étais aveugle, sourd, complètement désorienté. Je me suis écroulé, les mains sur les oreilles, essayant de chasser ce son insupportable de mon crâne. Le monde n'était plus qu'un chaos de lumière blanche et de bourdonnement. J'ai senti l'odeur âcre de la cordite se mélanger à celle du sang de mes amis. J'ai rampé à l'aveugle, cherchant un abri qui n'existait pas. Le combat, si on peut appeler ça un combat, avait duré moins de 10 secondes. 10 secondes pour passer du statut de roi de la ville à celui d'insecte attendant de se faire écraser. Ma vue revenait lentement, floue. Je voyais 2 silhouettes se tenir au-dessus de moi, leurs armes pointées sur ma tête. Ils n'étaient même pas essoufflés. Ils communiquaient par des gestes rapides et précis, des signaux de main militaires. Ils nettoyaient déjà la scène, récupérant les douilles, repositionnant les meubles avec une efficacité glaçante. Ce N n'était pas une bagarre qui avait mal tourné. C était une opération, un protocole exécuté à la perfection, et nous étions la cible passive, une simple basse comptable. J'ai senti une main de fer agripper le col de mon survêtement Lacoste et me traîner au centre de la pièce comme un sac de déchets. Ma vue était assez nette pour voir leurs bottes tactiques et le canon du Sig Sauer P226 pointé entre mes 2 yeux. Ils ne disaient rien. Le silence était leur arme la plus terrifiante. C'est là, en regardant leurs yeux vides de toute émotion, que j'ai compris. On n'avait pas attaqué des civils. On avait dérangé des opérateurs, de chasseurs. J'ai été devenu une proie, puis un simple problème à régler. J'ai senti l'acier froid du silencieux contre ma tempe, l'odeur de poudre encore chaude. Leurs mouvements étaient tellement précis, tellement économiques. Ils n'avaient en pas gaspillé une seule balle, pas un seul geste. Ils avaient neutralisé 3 hommes armés et en avaient capturé un en moins de temps qu'il n'en faut pour allumer une cigarette. Nous pensions être des loups, mais nous venions de sauter dans la cage de 2 tigres. Le silence est revenu aussi vite que la violence était arrivée. Un silence lourd, épais, seulement brisé par les gémissements de Yacine et le sifflement aigu dans mes oreilles. L'odeur de lavande avait été remplacée par celle âcre de la cordite et du sang chaud de mes poteaux qui imbibaient le tapis. Les 2 légionnaires se tenaient là, immobiles, leurs armes pointées vers le sol. Ils n'étaient même pas essoufflés. Ils communiquaient par des signes de main rapides, un protocole de nettoyage enclenché. On a attendu. Pas de sirène au loin, pas de gyrophare bleu balayant la nuit. Rien.
Juste le bruit d'une horloge de luxe qui égrenait les secondes de notre nouvelle vie ou de notre mort. 15 minutes plus tard, une Peugeot 508 noire, vitre teintée, s'est glissée dans l'allée sans un bruit de moteur. 2 hommes en costume sombre en sont descendus. Ils n'avaient pas l'allure de la BRI. Ils avaient l'allure des patrons, de ceux qui donnent les ordres que même les juges écoutent. Ils sont entrés, ont balayé la scène d'un regard froid, professionnel, comme des experts évaluant des dégâts matériels. L'un d'eux, plus âgé avec un fort accent corse qui traînait sur les voyelles, s'est approché de Dragan. J'ai entendu des bribes de leur conversation. Le patron, pas de vagues, nettoyage. Et là, j'ai compris. On n'avait pas attaqué des civils. On avait marché sur les plates-bandes du milieu corse. Ces 2 types, N, n'étaient pas les propriétaires. Ils étaient les chiens de garde. On nous a mis des cagoules sur la tête, à moi et à Yacine qui étaient à peine conscients. Le tissu rêche sentait la poussière et la peur des autres avant nous. On nous a traînés dehors comme des sacs de viande et jetés dans le coffre de la 508. La dernière chose que j'ai entendue avant que le coffre ne se referme, c'est la voix du Corse qui disait à Dragan « Nettoyez-moi ça. Le patron ne veut pas de vagues. » Il ne parlait pas des corps. Il parlait de nous. Nous n'étions pas des prisonniers. Nous étions des problèmes à faire disparaître. Des déchets à jeter dans une décharge anonyme. Dans ce coffre, dans le noir total, secoué à chaque virage, j'ai compris la différence entre être arrêté par les flics et être capturé par la concurrence. Il n'y aurait pas de garde à vue, pas d'avocat, pas de procès, juste une fin silencieuse et sale. Yacine, je ne l'ai plus jamais revu. Sa dette a été payée cette nuit-là. Aujourd'hui, presque 10 ans plus tard, je suis ici au Baumette. Yacine, mon autre poteau, celui qui a survécu à la villa, n'a jamais été revu. J'ai évité la fosse commune par un coup du sort. L'armateur corse a été arrêté dans une autre affaire et je suis devenu un témoin utile. Ils m'ont rendu à la justice qui m'a collé 20 ans pour d'autres dossiers, juste pour me garder en vie et la bouche fermée entre ces murs. Le zico que tout le monde craignait dans la cité, ce lieutenant arrogant en survêtement griffé, il est mort cette nuit-là. Il a été remplacé par un détenu maigre, vieilli avant l'heure, qui ne fait plus peur à personne. Je ne suis plus un nom, juste un numéro matricule qui passe ses journées à fixer les fissures du plafond de sa cellule. Chaque nuit, je revois le flash de la grenade, je sens l'odeur du sang sur le tapis. Et les légionnaires, Dragan et Lars, ils se sont évaporés dans la nature, comme s'ils n'avaient jamais existé. Parfois, en lisant le journal, je tombe sur des articles qui parlent de consultants en sécurité internationaux, qui forment des unités de police en Afrique ou qui protègent des convois au Moyen-Orient. Je souris amèrement. Je sais très bien qui sont ces consultants. Ils sont les vrais prédateurs de ce monde, ceux qui opèrent dans l'ombre, loin de nos petites guerres de territoire. À Marseille, nous, les jeunes des cités, on croit que le jeu se joue entre nous et les flics de la BAC, ou entre nous et les autres gangs pour le contrôle d'un plan stup. Quelle putain de blague! Nous ne sommes que des pions sur l'échiquier de la chair à canon. Ce soir-là, nous n'avons pas envahi la maison de 2 riches étrangers. Nous avons sauté par-dessus les barrières de notre propre ignorance, directement au milieu du grand jeu, et nous sommes tombés nez à nez avec les fous du roi.